Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Est-ce qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir une autre vision, c'est pas celle que j'ai, où finalement le mal et le fait de faire du mal aux autres, la jungle, la loi de la jungle la plus pure et dure, serait pas l'essence même de la vie, Si, et bien que sûr. et qu'il faudrait revenir à cette violence-là, à cette libération de la violence pour rétablir l'ordre des choses. Tout à fait. Là, actuellement, je travaille sur un épisode sur la loi du plus fort, justement. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, je te parlais de Calliclès et Socrate. La loi du plus fort, la première version philosophique de la loi du plus fort, c'est dans le Gorgias de Platon, avec le personnage de Calliclès, qui est une sorte de précurseur de Nietzsche. Et en gros, ce que Calliclès explique, c'est une idée très simple, et d'ailleurs assez intuitive, c'est pas délirant, toujours pareil, sur le papier, c'est pas délirant, mais c'est dans les faits, faut voir ce que ça donne. En gros, il explique que ce qui régit la nature, c'est la compétition, et que les plus forts survivent. Et que c'est très bien comme ça. C'est pas que c'est très bien, c'est que c'est comme ça. Donc, Oui, partons voilà. du principe que c'est, voilà, si c'est comme ça, et que, dans une vision antique, on considère que la nature a ses raisons. La nature ne fait rien en vain, et que, pour que la nature existe, la nature c'est physis, c'est le monde. Pour que le monde existe, il faut quand même qu'il soit régi par quelques lois qui respectent un équilibre. En tout cas, il faut qu'il y ait un équilibre. L'existence présuppose la viabilité, donc une forme d'équilibre nécessaire à l'existence. Et que donc si la nature fonctionne comme ça, l'être humain lui-même devrait fonctionner comme ça, et on ne devrait pas limiter le désir naturel des individus, on devrait les laisser entrer en compétition. Et donc Calliclès, soutient la loi du plus fort. D'ailleurs, il se fait un peu prendre au piège par Socrate, qui dit, mais attends, t'es pour la loi du plus fort, mais qui est le plus fort, le petit nombre ou le grand nombre? Alors Calliclès lui répond, le grand nombre, évidemment. Sauf que si le grand nombre est constitué par des faibles, tu te retrouves à défendre les faibles contre la minorité de forts. Tu sais, c'est ceux qui sont pour la loi du plus fort, mais qui dénoncent la coalition des faibles. Et la réponse de Socrate, c'est de dire, les gars, vous avez choisi le critère de la force. Si les faibles se coalisent et qu'ils deviennent plus forts, vous devez assumer maintenant. C'est eux qui deviennent forts, ouais. Ils prennent la place. Voilà. Chacun va aller chercher la force là où il peut. Donc la force du nombre, ça existe. Tout ça pour dire que Calliclès défendait cette vision-là, et Nietzsche par la suite. Et les darwinistes sociaux, eux, sont ceux qui ont vraiment formalisé le principe, en gros, de la sélection naturelle, mais ils l'ont appliqué aux sociétés en disant la compétition est le moteur du progrès. C'est une vision. Alors, compétition, on peut l'entendre au sens compétition économique, c'est le capitalisme. On peut l'entendre aussi au sens physique, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Simplement, ce n'est pas la trajectoire qu'a suivi notre civilisation. Et je pense même que pour qu'il y ait civilisation, il faut qu'il y ait loi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait principe commun. Et que le principe commun, il est forcément contraignant. On peut pas laisser la liberté naturelle de chacun s'exprimer si on veut qu'il y ait société. Maintenant, tout va dépendre de ton anthropologie, c'est-à-dire de ta vision de l'homme à l'état de nature. Si t'es du côté de Rousseau, tu vas dire, finalement, l'homme à l'état de nature, il était très bien, il était très bon. Plutôt, il était innocent, c'est-à-dire non nocent, non nocif. Et c'est la société qui, finalement, l'a corrompu en instituant le règne de la représentation, et donc tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'hypocrisie, la concurrence, le vice. Ça, c'est Rousseau. Hobbes va dire, non, l'homme à l'état de nature, il est violent, c'est un loup pour l'homme, et donc il fallait la force de la loi, la force de l'État, pour faire rentrer un peu tout le monde dans le rang, sans quoi l'humanité se serait autodétruite. Donc selon l'anthropologie qui est la tienne, tu vas te dire, ok, soit les êtres humains sont capables de vivre les uns avec les autres, et que même si on met de la compétition, ça ira, ou même si ça va pas, c'est comme ça. Puis t'as ceux qui diront, non, il faut mettre des lois, sinon ça fonctionne pas. Un peu ce que disait Freud, Freud disait,
nous sommes tous des névrosés parce que nous vivons tous avec l'autorité de la loi qui nous empêche d'accomplir nos désirs fondamentaux. Donc on a tous une espèce de filtre qui correspond à la limite de la loi, et c'est un peu ça qui nous rend dingue, quoi. C'est-à-dire on réprime des pulsions, et c'est ça qui crée aussi les tueurs en série, par exemple, ou les criminels de toutes sortes. Voilà, on réprime cette pulsion animale. Les Grecs avaient une solution que j'aime beaucoup, c'est qu'ils avaient la loi et puis ils avaient aussi les fêtes cathartiques au cours desquelles on avait le droit d'assouvir un peu toutes ces pulsions et ça libérait. Voilà, on intégrait le dionysiaque dans l'apollinien, c'est-à-dire on intégrait la pulsion dans la raison. On la maîtrisait en la laissant s'exprimer. Je veux dire, si les boîtes de nuit existent avec tout ce que ça comporte de nocivité sociale, c'est-à-dire alcoolémie, violence, accident de voiture, dégâts sur la santé, tout ce que tu veux, c'est parce que c'est libérateur. C'est parce que tu as certaines personnes... Une soupape, voilà. Bon, donc ça existe encore de nos jours. La question c'est, est-ce qu'on le cadre ou est-ce qu'on le cadre pas? Peut-être que si tout était permis, peut-être qu'on se permettrait moins de choses. Mais ce qui était le principe du film La Purge, hein. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Enfin, il y a eu le 1, le 2, après évidemment ils en ont fait plein de suites, mais c'était vraiment ce principe-là. C'est on va prendre une journée ou une nuit, je sais pas, dans l'année. Tout est permis, on libère tout pour qu'ensuite les 368, je sais pas combien il y en a dans une année, les autres jours de l'année, tout le monde se comporte à merveille et la société fonctionne encore mieux. Il y a une logique derrière ça. Je dis pas, et voilà, c'est là où le militant se prononcerait. Moi, je me prononce pas parce que j'en sais rien. Le militant, c'est celui qui prend ses projections pour la réalité. J'en sais rien de ce que ça donnerait. Et ça me dérange pas de ne pas savoir ce que ça donnerait parce que c'est pas le cas. Parce que ce n'est pas ce qui est et que ce n'est pas ça qui est sur le point d'advenir. Si demain, il y a un effondrement bancaire mondial et qu'on se retrouve dans une situation qu'on va qualifier de chaos, à ce moment-là, on verra ce que ça donne. On aura un exemple sous les yeux de ce que ça donne. Et encore, ce sera un chaos qui aura été prédéterminé par tout un contexte. Je veux dire, l'état de nature, c'est pas forcément le chaos. Ça peut être l'harmonie. Ça peut être aussi l'entente, l'intelligence, l'entraide. L'entraide a énormément joué dans l'évolution humaine. Hein. L'ouvrage de Kropotkin, là-dessus, je le trouve passionnant parce que ça vient rétablir un petit peu la balance de cette idée de compétition. Il n'y a pas que de la compétition. Violent, ouais. Voilà. Il y a de la coopération parce que la coopération est nécessaire à la survie de l'espèce. C'est ça. Et que l'individu ne peut vouloir exprimer sa toute-puissance que dans un contexte où la survie de la communauté est déjà garantie. Mais dans un contexte où la survie de la communauté et de l'espèce n'est pas garantie, il y a déjà beaucoup moins d'individualisme parce que tu as besoin du groupe, tout simplement. Donc, ce qui est le reliquat de la pression sociale de se faire rejeter d'un groupe ou quoi, qui vient de là, complètement. Qui vient si on a une grille de lecture évolutionnaire sur les comportements sociaux, l'exclusion nous ramène à l'isolement du groupe qui peut être la cause de notre mort physique. L'abandon, c'est pas juste psychologique, hein. L'abandon, c'est physique. C'est-à-dire, tu te démerdes. Et c'est pas toujours facile de se démerder. Donc l'appartenance au groupe est vraiment fondamentale dans la psychologie humaine, y compris de nos jours, même dans des sociétés individualistes, parce que ça nous ramène quand même à cette interdépendance qui définit la condition humaine. Ce que disait Aristote. Aristote disait, il disait l'homme est un animal politique. Alors moi, je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Politique dans quel sens? Politique dans le sens qui s'intéresse à la politique? Non, c'est politique au sens de social. L'homme est un animal social qui a besoin des autres. Donc si tu as besoin des autres, tu peux pas te permettre non plus de tuer
ton prochain. Ouais. Voilà, comme ça, simplement parce que tu en as eu l'impulsion. À moins de considérer que l'homme n'est qu'un animal, parce que l'homme est un animal, oui. Est-ce qu'il n'est qu'un animal? Je réponds que non. Parce que c'est un animal conscient de l'être, donc capable de se hisser au-dessus de son animalité. Ce qui fait déjà une grosse différence. Et même les animaux ne sont pas si sauvages que l'image qu'on en a. Ils peuvent l'être. Et ce qui est d'ailleurs un argument de ceux qui défendent pas l'anti-évolutionniste, mais de dire que finalement on peut s'élever de tout ça, que les comportements on peut les changer pour être au mieux et qui ne correspondent plus à nos réflexes ancestraux, nos réflexes archaïques. C'est toujours la question du curseur et aussi de la direction. Voilà. Là, tiens, voilà, je vais te donner ma position pour le coup. Ma position, c'est que l'être humain est un animal conscient qu'il est plus qu'un animal. Et c'est ça qui fait toute la différence. Autrement dit, on a eu besoin de se comporter comme des animaux pendant des millions d'années pour pouvoir survivre, même si animal ne veut pas dire violent, égoïste et sauvage. Voilà. Mais simplement, on obéissait à des réflexes instinctifs de survie qui ont pu, à un moment donné, aussi entraîner une forme de rudesse, d'agressivité quand c'était nécessaire, de manque d'empathie aussi quand ça pouvait pénaliser le groupe. Parce que je veux dire, l'empathie aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que quand on était des chasseurs-cueilleurs, et que si t'as le pépé des chasseurs-cueilleurs, je sais pas quel âge il pouvait avoir à l'époque, mais qui se blesse, et que t'as le choix entre rester là pour le secourir au risque que les fauves viennent te tuer, ou le laisser là parce que il faut survivre, il faut s'échapper. Et l'empathie à ce moment-là, c'était forcément un frein à l'évolution, à l'adaptation et à la survie, tout simplement. Donc, le manque d'empathie a pu être nécessaire pour l'humanité. Ouais. T'as de l'empathie pour ton ennemi, t'es mort. Hein. Ouais, exactement. Lui, il en aura peut-être pas, et puis c'est terminé. C'est ça, c'est-à-dire que l'empathie est un privilège civilisationnel. Ouais. Et tant mieux, je veux dire, tant mieux qu'on ait ce privilège, parce que, bon, forcément, on est implanté dans une époque, il est normal qu'on lise le monde à travers la grille de lecture de notre époque. Moi, je suis davantage pour l'empathie que pour l'indifférence. Je suis davantage pour la générosité que pour l'égoïsme. Mais c'est facile pour moi parce que qu'est-ce que je risque à dire ça? Peut-être que si demain tu me mettais dans un environnement sauvage avec 3 gus comme moi et qu'à un moment donné il fallait se battre pour récupérer la fourrure de l'animal, je te dis pas que je défendrais l'empathie. Je peux le faire que parce que ma position sociale et civilisationnelle me le permet. Et aujourd'hui, c'est très souvent ce qu'on fait. On lit le passé à travers la lunette du présent pour dire « Ah, mais on était des animaux, on était des monstres. Quelque part, on devrait avoir honte de ce que nous sommes. » Mais c'est ce dont tu as honte, c'est-à-dire cette partie de toi-même qui te constitue aujourd'hui, qui fait que tu existes. Qui fait que tu es là. Oui, ça c'est souvent ce que je dis. Ouais. Enfin, ce que je dis, ce que j'ai l'impression. On peut pas être ingrat au point d'oublier ça. Maintenant mais ça veut pas dire. Oui, voilà, mais ça veut pas dire qu'il faut s'en soumettre aux mêmes règles, puisque justement la société a évolué. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. Et c'est toujours le truc du entre progressisme, jusqu'où on progresse, jusqu'où on est naturel, l'acquis, l'inné, tout ça, tu vois. Tout à fait. Quels sont les comportements dont on a eu besoin, auxquels on a eu besoin de recourir par le passé pour survivre, qui ne sont plus indispensables aujourd'hui, qui ne sont même plus utiles pour survivre aujourd'hui, pour évoluer aujourd'hui, pour vivre heureux aujourd'hui? Quels sont ces comportements archaïques dont on peut se défaire? Et je dis pas les renier et en avoir honte, parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, est-ce que t'as honte aujourd'hui d'avoir sucé ton pouce quand t'avais 2 ans? C'est débile. C'est pas parce que à 30 ans tu suces plus ton pouce, a priori, que tu vas avoir honte de l'avoir fait quand t'en avais 2, parce que ce qui était une étape à un moment donné de ton développement n'est plus cette étape à ton développement actuel. Bon, c'est la même chose pour l'humanité. Et donc l'enfant suce son pouce,
le Homo sapiens a eu recours au cannibalisme. Aujourd'hui, j'irai pas manger les restes de mon voisin si j'ai de la viande dans mon réfrigérateur, parce que la question ne se pose pas. Parce qu'on a la morale de sa situation matérielle. Parce que c'est facile, quand on vit dans une maison climatisée en été et chauffée en hiver, avec un réfrigérateur plein, de se poser la question de la moralité ou de l'immoralité de la violence. Mais la morale, elle évolue en fonction de nos conditions matérielles d'acceptation. Et je suis contre le jugement rétrospectif de ce que nous avons été, sous prétexte que nous ne le sommes plus. Maintenant, voilà, il y a tout un tas de choses dont on peut se défaire progressivement, et je dis bien progressivement parce qu'on n'appuie pas sur la touche reset de millions d'années d'évolution.